Des îles apparaissent sous nos yeux là où il n'y en avait aucune et sur elles, des bases militaires et des pistes d'atterrissage. En pleine mer de Chine méridionale, des plateformes de forage apparaissent dans les eaux étrangères. Des centaines de navires aspirent le sable du fond marin, effaçant les frontières et remodelant la carte. L'espace aérien est déchiré par le rugissement des chasseurs chinois qui n'attaquent pas mais intimident. Les gardes-côtes reçoivent des avertissements même quand ils se trouvent au large de leur propre côte. Des espions infiltrent l'armée et même le président est en danger. Sous l'eau, on étudie les fonds marins non pour la science mais pour de futures opérations. Au même moment, sur la côte chinoise, on construit de nouvelles barges. Elles sont plus grandes et plus lourdes que les anciennes et elles ne sont pas destinées aux civils. Reliées entre elles, elles formeront un pont entre la Chine et Taïwan. Qui permettra d'atteindre Taïwan à pied. Voici un rappel discret pour ceux qui oublient sans cesse de faire quelque chose sous la vidéo. Après la capitulation du Japon en 1945, Taïwan a été remis à la Chine. Tout son territoire était sous le contrôle de la République de Chine. Puis en 1949, la Chine a perdu Taïwan. Sa sphère d'influence s'est réduite. Depuis, la Chine essaie de récupérer Taïwan à tout prix. L'indépendance de Taïwan date de la première moitié du XXe siècle. Une guerre civile a éclaté en Chine entre les nationalistes au pouvoir et les communistes rebelles. Les communistes ont fini par l'emporter. Ils ont pris le contrôle de la Chine continentale en 1949 et poussé les nationalistes à fuir vers Taïwan. Là-bas, ces derniers ont formé un gouvernement en exil et maintenu leurs revendications sur le continent. Chiang Kai-shek a pris la tête du gouvernement, le nommant République de Chine, bien que ce nom ait autrefois désigné l'ensemble du pays, continent et îles confondus. Le choix du nom n'était pas anodin. Il signalait l'objectif de revenir un jour et de reprendre le contrôle du continent. Mais après la guerre civile, le pouvoir communiste a consolidé sa place et le pays est devenu la République populaire de Chine. Cependant, le Parti communiste chinois utilise cette histoire pour étayer ses revendications sur Taïwan. Les Taïwanais font de même, mais pour affirmer qu'ils n'ont jamais fait partie de l'État chinois moderne. En d'autres termes, la République populaire de Chine, fondée en 1949, n'a jamais gouverné Taïwan. De nos jours, la plupart des Taïwanais se voient d'abord comme Taïwanais, pas chinois. Mais les chances de la République de Chine sont maigres face à la RPC. Même le gouvernement de Taïwan n'a toujours pas déclaré son indépendance totale. Un tel geste pourrait déclencher une guerre avec Pékin. C'est la nuit. Les îles Kinmen sont endormies. Rues silencieuses, fenêtres closes, gens au lit. Certains dorment déjà, d'autres lisent à la lumière d'une lampe. Soudain, une sirène retentit, longue, stridente, effrayante. Une alerte aérienne. En quelques secondes, des éclairs apparaissent à l'horizon. L'attaque vient de la mer. C'est un tir d'artillerie. Les éclairs s'intensifient, les bruits d'explosion se font plus forts. Des obus frappent les maisons. Les toits s'effondrent, des nuages de poussière s'élèvent, les murs s'embrasent. Les gens sortent paniqués, certains en pyjama, d'autres portant des enfants. Il y a des cris et des pleurs. Certains tentent de se cacher dans les caves, d'autres fuient. Un rugissement terrible emplit l'air. Que se passe-t-il? Le premier ministre chinois, Zhou Enlai, a envoyé l'armée pour libérer Taïwan. La conséquence, des tensions croissantes entre la République populaire de Chine et la République de Chine. Ces conflits armés pour le contrôle d'îles stratégiques dans le détroit de Taïwan sont appelés crises. La première a eu lieu en 1954-1955 et la seconde en 1958. Pendant cette période, la Chine a bombardé à 2 reprises des îles contrôlées par Taïwan, en commençant par Kinmen, puis Matsu et les îles Dachen. Les États-Unis sont intervenus en réponse. Puis en 1955, la Chine a cessé les tirs et brusquement changé de cap. On pense que c'était sous la pression de l'URSS. Mais en 1958, les bombardements ont repris. Ainsi, la RPC voulait protester contre le soutien des États-Unis au régime de la République de Chine.
Voici une affiche de la Chine communiste pendant le conflit de 1958 qui dit « Nous devons libérer Taïwan ». Dans le cadre de cette libération, de la fin des années 50 à la fin des années 70, les troupes chinoises ont tiré de nombreux obus sur les îles. On peut encore voir des traces de cette époque, des anciens abris anti-bombardement aux slogans anticommunistes accrochés aux falaises de l'île de Nangan. Pendant le conflit, les îles Matsu et Kinmen sont devenues des forteresses riches de milliers de soldats et d'une abondance d'armes. Certaines de ces armes avaient déjà servi par le passé. Des barricades et des mines ont été installées sur les plages, des canons ont été placés sur les collines, des filets anti-sous-marins ont été déployés dans les eaux côtières et des bunkers ont été creusés. Ainsi que des tunnels. Pour se préparer à la guerre, de vastes passages souterrains ont été creusés sur l'île de Matsu, le plus grand nombre de tunnels militaires au monde. Ils comportaient des voies navigables abritant des navires de ravitaillement et des bateaux de combat. La troisième crise du détroit de Taïwan a eu lieu en 1995-96. Elle visait à une reconnaissance internationale de Taïwan. Au même moment, le président taïwanais Lee Teng-hui s'est rendu aux États-Unis et la Chine a vu ça comme une provocation. La Chine a effectué des tests de missiles et des exercices militaires dans le détroit de Taïwan à 2 pas du territoire taïwanais. L'APL a procédé à 6 lancements de missiles près de Taïwan en juillet et à des exercices à balles réelles dans le détroit en août. En octobre, il y a eu des exercices navals majeurs et en novembre, des exercices de débarquement sur l'île de Dongshan. Tout ça peu avant les élections législatives à Taïwan. Avant les élections présidentielles de mars 1996, l'APL a lancé des missiles près des ports taïwanais et organisé des exercices de débarquement dans le détroit de Taïwan. En réponse aux actions de Pékin, les États-Unis ont envoyé leurs navires dans le détroit, dont des porte-avions et des destroyers. La crise ne s'est terminée qu'après la fin des exercices militaires et le retrait américain. Bien qu'aucune attaque n'ait été portée contre Taïwan, les experts ont vu ces exercices comme un moyen d'intimidation. Grâce au soutien américain, pendant la majeure partie de la crise, Taïwan a conservé un avantage militaire sur la RPC. La domination navale des États-Unis était incontestable. Mais l'équilibre des forces a changé en raison de la croissance économique de la Chine et de son développement militaire sans précédent. Cependant, la RPC préfère éviter les affrontements directs. Les experts parlent de guerre de zone grise. Ça consiste à employer des tactiques non conventionnelles pour épuiser l'ennemi sans engager de combat. Responsables taïwanais et analystes occidentaux disent que cette tactique de zone grise vise à épuiser les ressources militaires de l'île et à briser la volonté du pays, tout en faisant en sorte que le monde s'habitue aux actions de la Chine. Beaucoup d'actions ont lieu dans le cadre de cette guerre. En 2024, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré que la Chine avait construit des bases militaires massives sur 3 îles en mer de Chine méridionale. Tant Taïwan que la Chine revendiquent la majeure partie de cette mer. Cependant, Taïwan ne contrôle qu'une minuscule île parmi les îles Spratly disputées dans la partie sud de la mer. A l'inverse, depuis 2013, la Chine procède à des dragages et construit des îles artificielles dans la zone pour un total de 1300 hectares de nouvelles terres. Par exemple, le récif Mischief, l'une des plus grandes îles artificielles dans l'archipel des Spratly, couvre 560 hectares, l'équivalent d'un Central Park et demi. Le récif Subi est une autre île artificielle chinoise qui abrite une base militaire. À 160 km au sud-ouest du récif Subi se trouve le récif Fiery Cross, également militarisé. La Chine a militarisé au moins 3 des nombreuses îles qu'elle a construites en mer de Chine méridionale contestée. Elle y a installé des systèmes de missiles anti-navires et anti-aériens, des équipements laser et de brouillage, ainsi que des chasseurs. Certains des récifs sont couverts de gros bâtiments, d'entrepôts, de hangars, de ports, de pistes d'atterrissage et de radars. Le but est d'étendre les capacités offensives de la Chine au-delà du continent. On est de retour en mer de Chine méridionale. La surface est calme, quelques vagues clapotent sous le ciel bleu. Mais malgré le calme, il y a du mouvement. Des navires chinois remorquent une plateforme de forage. Ils se dirigent vers le sud. Officiellement, c'est pas une mission militaire.
La Chine compte installer la première plateforme de forage en eau profonde du pays. Elle pourra fonctionner à une profondeur de 3000 mètres, mais il y a un hic. Elle doit opérer dans la zone économique exclusive du Vietnam. La chose s'est produite en 2014. À l'époque, la Chine est entrée en conflit avec le Vietnam voisin à cause de cette plateforme pétrolière située près des îles Paracels. Pour être précis, à 220 km de la côte vietnamienne et à 150 km de l'île chinoise de Hainan. Cette plateforme, haute de plus de 100 mètres, n'était pas un simple équipement. Elle avait été lancée en grande pompe et qualifiée d'arme stratégique de l'industrie pétrolière chinoise. Le but principal des plateformes est l'extraction de ressources, mais la Chine les utilise également pour recueillir des renseignements stratégiques. C'est ce qui a causé les tensions et entraîné des manifestations anti-chinoises au Vietnam et des affrontements entre navires chinois et vietnamiens près de la plateforme. Un mois plus tard, la Chine a annoncé l'envoi de 4 autres plateformes en mer de Chine méridionale. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré qu'elles opéreraient au large des provinces de Guangdong et de Hainan. Elle a qualifié ça d'activité normale et ajouté qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. La Chine affirme que les eaux de la mer de Chine méridionale constituent son territoire d'origine historique. Et plus elle installe de plateformes, plus il est difficile pour les autres pays de faire valoir leurs revendications. Parmi les prétendants figurent Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. 1, 2, 3, 4 plateformes exerceront une grosse pression sur les forces militaires et les patrouilles de pêche des pays voisins. Puis en 2016, rebelote, la Chine a de nouveau installé une plateforme pétrolière dans des eaux contestées. Le Vietnam a demandé son retrait. En réponse, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la plateforme opérait dans des eaux sous strict contrôle chinois. La Chine a donc bien l'intention de continuer à faire pression sur ses rivaux via ces territoires contestés. Les actes de Pékin pourraient être considérés comme mineurs, mais il s'agit tout de même d'un passage en force. En revanche, ses rivaux plus faibles ne peuvent rien faire, même si l'envie est là. Le calendrier ne doit rien au hasard. Tout est lié à la croissance de la puissance maritime chinoise. Les gardes-côtes de Taïwan sont en service, surveillant la mer comme tous les jours. Soudain, un navire apparaît à l'horizon. Il est seul, pas trop grand, et il reste à distance de la frontière. Le commandement décide de ne pas réagir. C'est un simple vaisseau dans les eaux internationales, la routine. Le lendemain, il y a 3 navires, tous identiques, lents et prudents. Ils ne franchissent pas la frontière, ils ne provoquent personne et ils se déplacent à peine. Le surlendemain, ils sont une dizaine. Ils procèdent à d'étranges manœuvres dont le but n'est pas clair. L'eau qui les entoure devient trouble, comme si quelqu'un remuait le fond. Le commandement envoie une patrouille sur place et tout s'éclaire. Il s'agit de navires de dragage. Ils aspirent le sable du fond marin. Quelques mois plus tard, il y a des centaines de navires et le commandant des gardes-côtes réalise qu'il est en première ligne d'un nouveau type de guerre. L'arme principale de la Chine dans cette guerre est le sable. Des navires de dragage chinois ont envahi les îles Matsu de Taïwan, forçant les gardes-côtes à patrouiller jour et nuit. Cette tactique fait partie des actions militaires de type zone grise. Le but est de faire pression sur Taïwan en occupant ses forces de défense navale et en coupant les moyens de subsistance des habitants. Depuis juin 2020, des dragueurs chinois jetant l'ancre dans cette zone ont extrait d'énormes quantités de sable pour des projets de construction en Chine. Mais occuper les gardes-côtes n'est pas le seul objectif. Le dragage détruit l'économie locale, il endommage les câbles de communication sous-marins et il effraie à la fois les habitants et les touristes visitant les îles. Les autorités locales s'inquiètent également des conséquences sur la vie marine. Taïwan essaie de riposter. En 2020, le pays a expulsé 4000 dragueurs et navires de transport de sable chinois de ses eaux. Une hausse de 560% par rapport à l'année 2019 où ils étaient 600. Cette image montre bien que le nombre de navires repoussés augmente d'année en année. Mais ils reviennent toujours plus nombreux. Cette photo satellite a été prise le 25 octobre 2020 à 14h50 heure locale près de l'île de Nangan. Là-bas, on a dénombré 226 navires chinois. Le problème est que Matsu est à 9 km de la côte chinoise.
Il n'y a que 9 navires de garde-côte sur l'île, dont le tonnage va de 10 à 100 tonnes. Pas de quoi repousser les attaques chinoises. Cependant, Taïwan riposte. Parfois, les garde-côtes déploient de puissants canons à eau contre les bateaux chinois pour les chasser. En 2020, Taïwan a également confisqué 4 navires et arrêté 37 membres d'équipage. La presse a qualifié ça de test des armes ennemies car les canons à eau sont souvent utilisés par les garde-côtes chinois en mer de Chine méridionale. On ne repousse pas les navires qu'à cause du sable. En 2020, des dragueurs ont endommagé des câbles de communication sous-marins à 5 reprises entre l'île de Nangan et celle de Juhuang, une autre île de l'archipel de Matsu. Les habitants de l'île n'avaient plus accès au réseau mobile ni à Internet. Chunghwa Telecom a dépensé 60 millions de dollars taïwanais pour réparer les câbles, 1,7 million d'euros. La compagnie a également engagé un bateau de pêche pour patrouiller tous les jours, simplement pour protéger les câbles. Ça n'a pas suffi. En 2023, d'autres incidents ont eu lieu à un autre endroit. Pour se connecter au monde extérieur, les 14 000 habitants de Matsu dépendent de 2 câbles Internet sous-marins reliés à l'île principale de Taïwan. Un navire de pêche chinois aurait coupé le premier câble à 50 km du rivage. 6 jours plus tard, un cargo a coupé le second. En janvier 2025, une société taïwanaise a constaté qu'un câble sous-marin international avait été endommagé. Aucune preuve directe ne pointait vers la Chine. Rien de plus que des soupçons. Cerise sur le gâteau, en mars 2025, la Chine a dévoilé un dispositif capable de couper des câbles en eau profonde. De quoi endommager les lignes de communication et d'alimentation les plus sécurisées au monde. C'était la première fois qu'un pays admettait posséder un outil capable de perturber des réseaux sous-marins critiques. Cela dit, d'autres pays disposent sans doute d'équipements similaires, mais seule la Chine est prête à l'admettre. 2020 a été une année difficile pour les relations sino-taïwanaises. La guerre du sable et les câbles sectionnés n'étaient qu'une partie de la campagne de zone grise. L'armée populaire de libération de la Chine a effectué des raids sur l'île à l'aide de chasseurs. De mi-septembre à décembre 2020, des avions militaires chinois ont effectué plus de 100 sorties de ce type, presque quotidiennement, et parfois plusieurs en une journée. L'espace aérien taïwanais a vu passer les chasseurs et bombardiers chinois les plus puissants. En réponse, Taïwan a envoyé ses propres jets, ce qui a coûté cher à l'armée de l'air taïwanaise. En un an, elle a effectué 2972 sorties à cause d'avions chinois, pour un coût total de 25,5 milliards de dollars taïwanais, soit 770 millions d'euros. Au total, du début de l'année jusqu'au début du mois d'octobre, il y a eu 4132 sorties. Et le nombre d'incursions chinoises ne cesse d'augmenter. En 2021, 953 incidents ont eu lieu. En 2024, il y en a eu 3070. Voici le navire de recherche chinois Xiangyang Hong 6. Il semble inoffensif, explorant le fond de l'océan au nom de la science. Il y a 3 ans, de tels navires sondaient principalement les eaux proches de la Chine. Mais en réalité, le Xiangyang Hong 6 est en mission secrète. Depuis 2024, de plus en plus de navires pénètrent dans la partie ouest de l'océan Pacifique, dans des zones d'intérêt pour l'armée chinoise. Les données que ces navires collectent pourraient être utiles en cas de conflit avec Taïwan ou les États-Unis. La Chine considère les zones du fond de l'océan comme un espace stratégique. Les navires parcourent la zone en ligne parallèle ou en grille serrée. Ces déplacements précis, disent les experts, indiquent une collecte méthodique de données sur le fond marin. Le Xiangyang Hong 6, équipé de sonars et d'outils d'échantillonnage, ainsi que 5 autres navires de recherche, ont effectué 25 passages synchronisés au large de la côte est de Taïwan. En février de l'année dernière, un autre navire de recherche, le Daiyang Hao, a navigué le long de la côte est de Taïwan, traçant une série de lignes parallèles pendant 5 jours. Certains navires se sont approchés de la frontière maritime taïwanaise, mais sans la franchir. Le gouvernement n'a donc rien pu faire. Le Xiangyang Hong 6 a également scanné le fond marin à l'est et à l'ouest de Guam, un territoire américain où sont basées les forces américaines. La zone qu'il a couverte était plus grande que le Royaume-Uni. L'intérêt militaire de ces recherches est évident.
Dès 2010, des chercheurs militaires chinois ont écrit que la compréhension des courants océaniques aiderait la Chine à mieux se cacher et frapper ses ennemis. Les données pourraient également servir à déterminer si les lieux conviennent pour cacher un sous-marin. C'est pourquoi le comportement des navires chinois inquiète les experts internationaux. De multiples incidents de type spoofing ont eu lieu, l'envoi de fausses données d'identification ou de type nuit noire, l'extinction des signaux d'identification automatique pendant de longues périodes. Souvent, ces actions ont eu lieu près d'installations militaires. Au fait, des navires chinois se comportent ainsi dans le monde entier. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En avril 2025, des avions de reconnaissance et des drones chinois ont effectué des vols au-dessus de la mer des Philippines et au large de Taïwan. Plusieurs incidents ont eu lieu. Ces drones ont inquiété non seulement Taïwan, mais aussi le Japon qui a fait décoller des chasseurs. Et c'était pas la première fois. En 2024, la Chine avait déjà envoyé des avions. Ils avaient survolé Taïwan comme pour menacer le Japon, allié des États-Unis. Au total, 30 engins chinois ont été repérés, dont 2 drones. Ils ont tourné autour de l'île pendant 24 heures d'affilée. Mais c'est pas tout. Ces dernières années, Taïwan a connu une forte augmentation du nombre de cas d'espionnage au profit de la Chine. En 2021, il y en a eu 16, mais en 2024, le nombre est passé à 64. Sur les 64 accusés, 15 étaient des vétérans de l'armée et 28 étaient en service actif. Leurs cibles incluaient des unités militaires, des bureaux gouvernementaux et des associations. Des agents chinois auraient tenté de prendre contact avec des gangs criminels et des temples, ainsi que de mettre en place des banques clandestines pour recruter des alliés. Certains des espions avaient pour tâche de hisser le drapeau chinois en cas d'invasion, d'autres de recueillir des renseignements pour des tireurs d'élite. Même des soldats taïwanais qui gardaient le bureau du président étaient des espions. Au printemps, 4 soldats ont été emprisonnés pour avoir pris des photos et vendu des informations secrètes à des agents chinois. Ils ont été payés entre 260 000 et 660 000 dollars taïwanais, soit 6 800 à 17 000 euros. Le montant dépendait de la confidentialité des informations. La situation insulaire de Taïwan lui confère une défense naturelle contre les débarquements ennemis. Du point de vue de la Chine, l'aspect le plus risqué de toute invasion serait la traversée du détroit de 160 km. La marine chinoise n'a pas assez de navires pour transporter les troupes nécessaires. L'emploi de navires civils serait donc nécessaire, dont des ferries et même des bateaux de pêche. La meilleure option pour faire débarquer les troupes et l'équipement requis sur l'île serait de capturer un port. Mais les Taïwanais pourraient recourir à des mesures extrêmes et le faire sauter, ce qui empêcherait l'ennemi de débarquer. L'histoire ne manque pas d'exemples. Les Allemands, en se retirant de France, ont détruit le port de Cherbourg pour priver les forces alliées d'une base. Cherbourg était l'un des plus grands ports du monde à l'époque. Mais rien à voir avec le port de Kaohsiung à Taïwan. Il figure parmi les 15 plus grands ports du monde et il traite un volume annuel de fret plus important que le port de Los Angeles. Le détruire serait très difficile et incroyablement coûteux. Et la Chine sait parfaitement que Taïwan défendra farouchement ses ports. Pour se faciliter la tâche, Pékin a décidé de raccourcir le détroit. En 2025, la Chine a procédé à des manœuvres inédites impliquant 3 barges au large de sa côte sud. Les navires étaient reliés les uns aux autres, formant un long pont s'étendant de la mer à la plage. Des images satellites ont montré que les barges s'entraînaient aux côtés de navires civils et de ferries capables de transporter des voitures et des personnes en vue de leur débarquement. Ces manœuvres étaient un avertissement destiné à Taïwan. Les barges constituaient à la fois un pont et un port. En fait, elles formaient une route menant droit à Taïwan. Les experts l'affirment, quand la Chine dominera les cieux et les mers, ces navires militaires pourront accoster aux barges pour débarquer leur contenu, notamment de l'équipement de combat lourd. Pour Taïwan, c'est une prévision terrifiante et réaliste. En janvier 2025, on a appris que la Chine construisait 5 de ces barges. Visiblement, elles sont bien destinées à des opérations de débarquement. Elles sont équipées de longs ponts pour véhicules issus de la proue. En gros, de véritables routes mobiles, utilisables au-dessus de l'eau, mais aussi sur la plage jusqu'à la terre ferme.
Ces barges permettront ainsi le débarquement de troupes, quel que soit l'état des ports taïwanais. Elles n'auront pas besoin de ports, et elles permettront à la Chine de décharger un grand nombre de chars directement sur les routes taïwanaises. À l'arrière, les barges comportent une plateforme permettant à d'autres navires d'accoster et de décharger. Enfin, les barges peuvent être reliées les unes aux autres. Bref, elles forment un pont aquatique. C'est ainsi que les analystes le surnomment. Et ce pont permettra aux troupes chinoises d'atteindre Taïwan à pied. Quelle sera la réponse taïwanaise? On verra. Vous me devez un like. À plus.